On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui dans toute sa vie ne s'est fait cuire qu'une main, et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Dans un monde où l'on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte, ou du sexe de nouveau-nés flagellés et mis en rage, tel que cueilli à la sortie du sexe maternel. Et ceci n'est pas une image, mais un fait, abondamment et quotidiennement répété et cultivé à travers toute la Terre. Et c'est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, que la vie présente se maintient dans sa vieille atmosphère de stupre, d'anarchie, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d'inertie bourgeoise, d'anomalie psychique. Car ce n'est pas l'homme, mais le monde qui est devenu un anormal de malhonnêteté voulue et d'insigne tartufferie, de mépris crasseux pour tout ce qui montre race, de revendication d'un ordre tout entier basé sur l'accomplissement d'une primitive injustice, de crimes organisés enfin. Ça va mal. Parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie. Et c'est ainsi qu'une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures, dont les facultés de divination la gênaient. Gérard de Nerval n'était pas fou. Mais il fut accusé de l'être, afin de jeter le discrédit sur certaines révélations capitales qu'il s'apprêtait à faire. Et outre que d'être accusé, il fut encore frappé à la tête, oui, physiquement frappé à la tête, une certaine nuit, afin de lui faire perdre les faits monstrueux qu'il allait révéler, et qui, sous l'action de ce coup, passèrent en lui sur le plan supranaturel, parce que toute la société, occultement liguée contre sa conscience, fut à ce moment-là assez forte pour lui faire oublier leur réalité. Non! Van Gogh n'était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire, ou des sbires de Thiers, de Gambetta, comme ceux de Félix Faure ou de Napoléon III. Car ce n'est pas un certain conformisme de mœurs que la peinture de Van Gogh attaque, mais celui même des institutions, et même la nature extérieure, avec ses climats, ses marées et ses tempêtes d'équinoxe, ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur Terre, garder la même gravitation. À plus forte raison sur le plan social, les institutions se désagrègent. Et la médecine fait figure de cadavre inutilisable et éventé, qui déclare Van Gogh fou. En face de la lucidité de Van Gogh qui travaille, la psychiatrie
n'est plus qu'un réduit de gorilles, eux-mêmes obsédés et persécutés, et qui n'ont pour pallier les plus épouvantables états de l'angoisse et de la suffocation humaine qu'une ridicule terminologie, digne produit de leur cerveau taré. Pas un psychiatre, en effet, qui ne soit un érotomane notoire. Et je ne crois pas que la règle de l'érotomanie invétérée des psychiatres puisse souffrir aucune exception. J'en connais un qui se rebella à l'idée de me voir ainsi accusé en bloc tout le groupe de hautes crapules et de faiseurs patentés auxquels il appartenait. Moi, Monsieur Artaud, me dit-il, je ne suis pas un érotomane, et je vous défie bien de me montrer un seul élément sur lesquels vous vous basez pour porter votre accusation. Je n'ai qu'à vous montrer vous-même, docteur L, comme élément. Vous emportez sur votre gueule le stigmate, bougre d'ignoble saligo. C'est la binette de qui introduit sa proie sexuelle sous la langue et la retourne ensuite en amande pour faire figue d'une certaine façon. Cela s'appelle faire son beurre et trier son propre persil. Si, dans le coït, vous n'avez pas obtenu de glousser de la glotte, d'une certaine façon que vous connaissez, et de gargouiller en même temps du pharynx, de l'œsophage, de l'urètre et de l'anus, vous ne pouvez pas vous déclarer satisfait. Et il y a dans votre tressautement organique interne un certain pli que vous avez pris, lequel est le témoin incarné d'un stupre immonde, et que vous cultivez d'année en année, et de plus en plus, hein, non seulement parce que, socialement parlant, il ne tombe pas sous le coup de la loi, mais il tombe sous celui d'une autre loi, où c'est toute la conscience lésée qui souffre, parce qu'en vous comportant de la sorte, vous l'empêchez de respirer, vous décrétez de délire à la conscience qui travaille, tandis que d'autre part, vous l'étranglez avec votre ignoble sexualité. Et voilà justement le plan sur lequel le pauvre Van Gogh était chaste. Chaste comme un séraphin ou une vierge ne peut pas l'être, puisque ce sont eux, justement, qui ont fomenté et alimenté à l'origine la grande machine du péché. Peut-être d'ailleurs, docteur L, êtes-vous de la race des séraphins iniques, mais par grâce, laissez les hommes tranquilles. Le corps de Van Gogh, sauf de tout péché, fut sauf aussi de folie, que d'ailleurs le seul péché apporte. Et je ne crois pas au péché catholique, mais je crois au crime érotique, dont justement tous les génies de la terre, les aliénés authentiques, des asiles se sont gardés, ou alors c'est qu'ils ne furent pas authentiquement des aliénés. Et qu'est-ce qu'un aliéné authentique?
Oui, monsieur. Ah, pardon, madame. Monsieur. Monsieur. En régie. C'est pourtant qu'ils savent le texte, hein. C'est un homme qui a préféré devenir fou dans le sens où socialement on l'entend, plutôt que de forfaire à une certaine idée supérieure de l'honneur humain. C'est ainsi que la société a fait étrangler dans ses asiles tous ceux dont elle a voulu se débarrasser ou se défendre, comme ayant refusé de se rendre avec elle complice de certaines hautes saletés. Car un aliéné est aussi un homme que la société n'a pas voulu entendre et qu'elle a voulu empêcher d'émettre d'insupportables vérités. Mais dans ce cas, l'internement n'est pas sa seule arme et le rassemblement concerté des hommes a d'autres moyens pour venir à bout des volontés qu'il veut briser. En dehors des petits envoûtements des sorciers de campagne, il y a les grandes passes d'envoûtements globaux auxquelles toute la conscience alertée participe périodiquement. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une guerre, d'une révolution, d'un bouleversement social encore dans l'œuf, la conscience unanime est interrogée et s'interroge, et qu'elle porte aussi son jugement. Il peut lui arriver d'être suscitée et sortie d'elle-même à propos de certains cas individuels retentissants. C'est ainsi qu'il y a eu les envoûtements unanimes à propos de Baudelaire, oui, Gérard de Nerval, bien, Nietzsche, Kierkegaard, Hölderlin, Coleridge. Et il y en a eu à propos de Van Gogh. Cela peut se passer pendant le jour, mais cela se passe en général de préférence pendant la nuit. C'est ainsi que d'étranges forces sont soulevées et amenées dans la voûte astrale, dans cette espèce de coupole sombre que constitue, par-dessus toute la respiration humaine, la venimeuse agressivité du mauvais esprit de la plupart des gens. C'est ainsi que les quelques rares bonnes volontés lucides qui ont eu à se débattre sur la terre se voient à de certaines heures du jour ou de la nuit, et dans certains états de cauchemar authentiques et réveillés, entourés par la formidable succion, par la formidable oppression tentaculaire d'une espèce de magie civique que l'on verra bientôt apparaître dans les mœurs à découvert.
Van Gogh n'est pas mort d'un état de délire propre, mais d'avoir été corporellement le champ d'un problème autour duquel, depuis les origines, se débat l'esprit inique de cette humanité. Celui de la prédominance de la chair sur l'esprit, ou du corps sur la chair, ou de l'esprit sur l'un et l'autre. Et où est dans ce délire la place du moi humain? Van Gogh chercha le sien pendant toute sa vie avec une énergie et une détermination étranges. Et il ne s'est pas suicidé dans un coup de folie, dans la transe de n'y pas parvenir, mais au contraire, il venait d'y parvenir et de découvrir ce qu'il était et qui il était. Lorsque la conscience générale de la société, pour le punir de s'être arraché à elle, le suicida, et cela se passait avec Van Gogh, comme cela se passe toujours d'habitude, à l'occasion d'une partouze, d'une messe, d'une absoute, ou de tel autre rite de consécration, de possession, de succubation ou d'incubation. Elle s'introduisit donc dans son corps, cette société absoute, consacrée, sanctifiée et possédée, effaçant en lui la conscience surnaturelle qu'il venait de prendre, et telle une inondation de corbeaux noirs dans les fibres de son arbre interne, le submergea d'un dernier ressaut et, prenant sa place, le tua. Car c'est la logique anatomique de l'homme moderne de n'avoir jamais pu vivre, ni penser vivre, qu'en posséder.
La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps, lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte, comme en pleine convulsion, et inerte. Comme sous le terrible coup de boutoir de cette force d'inertie dont tout le monde parle à mots couverts et qui n'est jamais devenue si obscure que depuis que toute la terre et la vie présente se sont mêlées de l'élucider. Or, c'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue, que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les formes de la nature et les objets. Cardés par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leurs replis éventrés, que l'on ne sait quelle force étrange est d'autre part en train de métamorphoser. Une exposition de tableaux de Van Gogh est toujours une date dans l'histoire. Non dans l'histoire des choses peintes, mais dans l'histoire historique tout court. Car il n'y a pas d'épidémie, de famine, d'éruption de volcans, de tremblements de terre, de guerre qui rebroussent les monades de l'air, qui tordent le cou à la figure tendre de femme fatoum, le destin névrotique des choses, comme une toile de Van Gogh, remise à même la vue, l'ouïe, le tact, l'arôme sur les murs d'une exposition, enfin lancée à neuf dans l'actualité courante, réintroduit dans la circulation. Il n'y a pas, dans la dernière exposition Van Gogh au Palais de l'Orangerie, toutes les très grandes toiles du malheureux peintre. Mais il y a, parmi celles qui sont là, assez de défilés giratoires constellés de touffes de plantes de carmin, de chemins creux surmontés d'un if, de soleils violacés tournant sur des meules de blé d'or pur, de pères tranquilles et de portraits de Van Gogh par Van Gogh, pour rappeler de quelle sordide simplicité d'objets, d'éléments, de personnes, de matériaux Van Gogh a tiré ces espèces de chants d'orgue, ces épiphanies atmosphériques, ce grand œuvre enfin d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Ces corbeaux, peints 2 jours avant sa mort, ne lui ont, pas plus que ses autres toiles, ouvert la porte d'une certaine gloire posthume. Mais ils ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la nature non peinte, la porte occulte d'un au-delà possible, d'une réalité permanente possible, à travers la porte, par Van Gogh ouverte, d'un énigmatique et sinistre au-delà. Il n'est pas ordinaire de voir un homme, avec dans le ventre le coup de fusil qui le tuera, fourré sur une toile des corbeaux noirs, avec au-dessous cette plaine livide peut-être, vide en tout cas, où la couleur lit de vin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sale des blés. Mais nul autre peintre que Van Gogh n'aura su comme lui trouver pour peindre ces corbeaux, ce noir de truffes, ce noir de gueuletons riches, et en même temps comme excrémentiel, des ailes des corbeaux surpris par la lueur descendante du soir. Et de quoi en bas se plaint la terre?
sous les ailes des corbeaux fastes. Faste, pour le seul Van Gogh sans doute, et d'autre part, fastueux augure d'un mal qui, lui, ne le touchera plus. Car nul jusque-là n'avait comme lui fait de la terre ce linge sale, tordu de vin et de sang trempé. Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé comme des bas-côtés de foudre. La frange ténébreuse insolite du vide montant d'après l'éclair. Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicider à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile, suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d'une suffocation d'en haut. Et pourtant, tout le tableau est riche, somptueux et calme, le tableau. Digne accompagnement à la mort de celui qui, durant toute sa vie, fit tourner tant de soleils ivres sur tant de meules en rupture de banc, et qui, désespéré, un coup de fusil dans le ventre, ne sut pas ne pas inonder de vin et de sang un paysage, tremper la terre d'une dernière émulsion joyeuse à la fois et ténébreuse, d'un coup de vin aigre et de vinaigre taré. Peinte par Van Gogh, et lui qui d'autre part n'a jamais dépassé la peinture, d'évoquer le timbre abrupt et barbare du drame élisabétain le plus pathétique, passionnel et passionné. C'est ce qui me frappe le plus dans Van Gogh, le plus peintre de tous les peintres, et qui, sans aller au-delà de ce qu'on appelle et qui est la peinture, sans sortir du tube, du cadrage du motif ou de la toile, pour recourir à l'anecdote, au récit, au drame, à l'action imagée, à la beauté intrinsèque du sujet ou de l'objet, est arrivé à passionner la nature et les objets, de telle sorte que tel fabuleux conte d'Edgar Poe, d'Herman Melville, de Nathaniel Arton, de Gérard de Nerval, d'Hakim Darmin ou d'Hoffmann n'en dit pas plus long sur le plan psychologique et dramatique que ces toiles de 4 sous. Ces toiles, presque toutes d'ailleurs, et comme par un fait exprès, de médiocre dimension. Un bougeoir sur une chaise. Un fauteuil de paille vert tressé. Un livre sur le fauteuil. Et voilà le drame éclairé. Qui va entrer ? Sera-ce Gauguin ou un autre fantôme? Le bougeoir allumé sur le fauteuil de paille indique, paraît-il, la ligne de démarcation lumineuse qui sépare les deux individualités antagonistes de Van Gogh et de Gauguin. L'objet esthétique de leur querelle n'offrirait, si on le racontait, pas grand intérêt peut-être, mais il devait indiquer entre les deux natures de Van Gogh et de Gauguin une scission humaine de fond. Je crois que Gauguin pensait que l'artiste doit rechercher le symbole, le mythe, arrondir les choses de la vie jusqu'au mythe, alors que Van Gogh pensait qu'il faut savoir déduire le mythe des choses les plus terre-à-terre de la vie. En quoi je pense, moi, qu'il avait foutrement raison
Car la réalité est terriblement supérieure à toute histoire, à toute fable, à toute divinité, à toute surréalité. Il suffit d'avoir le génie et de savoir l'interpréter. Ce qu'aucun peintre avant le pauvre Van Gogh n'avait fait, ce qu'aucun peintre ne fera plus après lui. Car je crois bien qu'aujourd'hui même, en ce mois de novembre 2008, c'est la réalité même, le mythe de la réalité même, la réalité mythique elle-même, qui est en train de s'incorporer. Ainsi, nul, depuis Van Gogh, n'aura su remuer la grande cymbale, le timbre suprahumain, perpétuellement suprahumain, suivant l'ordre refoulé duquel les objets de la vie réelle sonnent. Quand on a su avoir l'oreille assez ouverte pour entendre la levée de leur mascaret, c'est ainsi que la lumière du bougeoir sonne, que la lumière du bougeoir allumée sur le fauteuil de paille verte sonne, comme la respiration d'un corps aimant devant le corps d'un malade endormi. Elle sonne comme une étrange critique, un profond et surprenant jugement dont il semble bien que Van Gogh puisse nous permettre de présumer la sentence plus tard, beaucoup plus tard. À l'heure où la lumière violette du vieux fauteuil de paille aura achevé de submerger le tableau. Et on ne peut pas ne pas remarquer cette coupure de lumière lilas qui mange les barreaux du vieux fauteuil torve, du vieux fauteuil écarquillé de paille verte. Bien qu'on ne puisse pas tout de suite la remarquer, car le foyer en est comme placé ailleurs, et sa source étrangement obscure comme un secret dont le seul Van Gogh aurait sur lui-même gardé la clé. Et si Van Gogh n'était pas mort à 37 ans? Si Van Gogh n'était pas mort à 37 ans. Si Van Gogh n'était pas mort avec des ici. Je n'en appellerai pas à la grande pleureuse pour me dire de quel suprême chef-d'œuvre la peinture eût été enrichie. Car je ne peux pas, après les Corbeaux, me résoudre à croire que Van Gogh eût peint un tableau de plus. Je crois qu'il est mort à 37 ans parce qu'il était hélas arrivé au bout de sa révoltante et funèbre histoire de garrotter d'un mauvais esprit. Car ce n'est pas de lui ou du mal de sa folie propre que Van Gogh a quitté la vie. C'est sous la pression du mauvais esprit qui, à 2 jours de sa mort, s'appela le docteur Gachet, improvisé psychiatre, et qui fut la cause directe, efficace et suffisante de sa mort. J'ai acquis, en lisant les lettres de Van Gogh à son frère, la conviction ferme et sincère que le docteur Gachet, psychiatre, détestait en réalité Van Gogh peintre, mais qu'il le détestait comme peintre, mais par-dessus tout comme génie. Il est à peu près impossible d'être un médecin et honnête homme, mais il est crapuleusement impossible d'être psychiatre sans être en même temps marqué au coin de la plus indiscutable folie, celle de ne pouvoir lutter contre ce vieux réflexe atavique de la tourbe, et qui fait de tout homme de science pris à la tourbe une sorte d'ennemi né et inné de tout génie. La médecine est née du mal, si elle n'est pas née de la maladie, mais si elle a au contraire provoqué et créé de toutes pièces la maladie pour se donner une raison d'être. Mais la psychiatrie est née de la tourbe populacière des êtres qui ont voulu conserver le mal à la source de la maladie
et qui ont ainsi extirpé de leur propre néant une sorte de garde suisse pour saquer à sa base l'élan de rébellion revendicatrice qui est à l'origine du génie. Il y a dans tout dément un génie incompris, dont l'idée qui luisait dans sa tête fit peur, et qui n'a pu trouver que dans le délire une issue aux étranglements que lui avait réservé la vie. Le docteur Gachet ne disait pas à Van Gogh qu'il était là pour redresser sa peinture, comme je me suis entendu dire par le docteur Gaston Ferdière, médecin-chef de l'asile de Rodez, qu'il était là pour redresser ma poésie. Mais il l'envoyait peindre sur le motif, s'enterrer dans un paysage pour échapper au mal de pensée. Seulement dès que Van Gogh avait tourné la tête, le docteur Gachet lui fermait le commutateur de la pensée, comme sans penser à mal, mais par un de ces plis de nez dépréciatifs, d'un anodin quelque chose où tout l'inconscient bourgeois de la terre a inscrit la vieille force magique d'une pensée 100 fois refoulée. Ce n'est pas seulement le mal du problème que, ce faisant, le docteur Gachet lui interdisait, mais le semi-souffré, l'affre du clou tournant dans le gosier de l'unique passage. Avec quoi Van Gogh, tétanisé, Van Gogh, en porte-à-faux sur les gouffres du souffle, peignait. Car Van Gogh était d'une terrible sensibilité. Il n'y a pour s'en convaincre qu'à regarder sa figure, toujours comme pantelante, et en même temps ensorcelante de boucher, comme d'un antique boucher assagi, et maintenant retiré des affaires, cette figure mal éclairée me poursuit. Van Gogh s'est représenté lui-même dans un très grand nombre de toiles. Et si bien éclairées qu'elles fussent, j'ai toujours eu cette pénible impression qu'on les avait fait mentir sur la lumière, qu'on avait enlevé à Van Gogh une lumière indispensable pour creuser et se tracer sa route en lui. Et cette route, ça n'était pas le docteur Gachet, certes, qui était capable de la lui indiquer, mais je l'ai dit, il y a dans tout psychiatre vivant un répugnant et sordide atavisme qui lui fait voir dans chaque artiste devant lui, dans tout génie, un ennemi. Et je sais que le docteur Gachet laissa dans l'histoire, en face de Van Gogh qu'il soignait et qui finit par se suicider chez lui, le souvenir de son dernier ami sur Terre, d'une sorte de providentiel consolateur. Je pense pourtant plus que jamais que c'est au docteur Gachet d'Auvers-sur-Oise que Van Gogh a dû ce jour-là, le jour où il s'est suicidé à Auvers-sur-Oise, a dû, dis-je, de quitter la vie. Car Van Gogh était d'une de ces natures d'une lucidité supérieure, qui leur permet en toutes circonstances de voir plus loin, infiniment et dangereusement plus loin que le réel immédiat et apparent des faits. Je veux dire, de la conscience que la conscience a pour habitude d'en garder. Au fond de ses yeux, comme épilés de bouchers. Van Gogh se livrait sans désemparer à l'une de ces opérations d'alchimie sombre, qui ont pris la nature pour objet et le corps humain pour marmite ou creuset. Et je sais que le docteur Gachet trouvait toujours que cela le fatiguait. Ce qui n'était pas chez lui l'effet d'un souci médical simple, mais l'aveu d'une jalousie aussi consciente qu'inavouée. C'est que Van Gogh en était arrivé à ce stade de l'illuminisme
où la pensée en désordre reflue devant les décharges envahissantes de la matière, et où penser n'est plus s'user et n'est plus, et où il ne reste que de ramasser corps. Je veux dire, entasser des corps. Ce n'est plus le monde de l'astral, c'est celui de la création directe qui est reprise ainsi par-delà la conscience et le cerveau. Et je n'ai jamais vu qu'un corps sans cerveau ait été fatigué par d'inertes trumeaux. Trumeaux de l'inerte, ses gifs, ses ponts, ses cueillettes d'olives, ses tournesols, ses fenaisons. Elles ne bougent plus. Elles sont figées. Mais qui pourrait les rêver plus dures sous le coup de tranchoir à vif qui en a décelé l'impénétrable tressaillement? Non! Un trumeau, docteur Gachet, n'a jamais fatigué personne. Ce sont des forces de forcenés qui reposent, sans faire bouger. Je suis aussi, comme le pauvre Van Gogh. Je ne pense plus, mais je dirige, chaque jour de plus près, de formidables ébullitions internes. Et il ferait bon voir qu'une médecine quelconque vienne me reprocher de me fatiguer. On devait à Van Gogh une certaine somme d'argent, au sujet de laquelle nous raconte l'histoire. Van Gogh, depuis plusieurs jours déjà, se fabriquait un mauvais sang. C'est la pente des hautes natures, toujours un cran au-dessus du réel, de tout expliquer par de la mauvaise conscience, de croire que rien jamais n'est dû au hasard, et que tout ce qui arrive de mal arrive par l'effet d'une mauvaise volonté consciente, intelligente et concertée. Ce que les psychiatres ne croient jamais. Ce que les génies croient toujours. Quand je suis malade, c'est que je suis envoûté. Et je ne peux pas me croire malade si je ne crois pas d'autre part que quelqu'un a intérêt à m'enlever la santé et profite de ma santé. Van Gogh aussi pensait qu'il était envoûté et il le disait. Et moi, je crois pertinemment qu'il l'était et je dirai par où et comment un jour. Et le docteur Gachet fut ce grotesque Cerbère, ce sagneux et purulent Cerbère, veste d'azur, et linge haut glacé, mis devant le pauvre Van Gogh pour lui enlever toutes ses saines idées. Car si cette manière de voir et qui est saine était répandue unanimement, la société ne pourrait plus vivre. Mais je sais quels sont les héros de la terre qui y trouveraient leur liberté. Van Gogh ne sut pas secouer à temps cette espèce de vampirisme de la famille. Attaché à ce que le génie de Van Gogh peintre s'en tint à peindre, sans en même temps réclamer la part indispensable
à l'épanouissement corporel et physique de sa personnalité d'illuminé. Et il y eut, entre le docteur Gachet et Théo, le frère de Van Gogh, combien de ces conciliabules puants des familles, avec les médecins-chefs des asiles d'aliénés, au sujet du malade qu'ils leur ont amené. Surveillez-le, qu'il n'ait plus toutes ses pensées. Tu entends? Le docteur l'a dit. Tu dois perdre toutes ces idées, ça te fait du mal. Si tu continues à y penser, tu resteras interné à vie. Mais non, monsieur Van Gogh, voyons. C'est le hasard. Et puis, il ne fut jamais bon de vouloir regarder ainsi dans les secrets de la Providence. Je connais monsieur Untel. C'est un très brave homme. C'est votre esprit de persécution qui vous reprend de croire qu'il fait ainsi de la magie en secret. On vous a promis de vous payer cette somme. On vous la paiera. Vous ne pouvez pas continuer à vous obstiner à attribuer ce retard à de la mauvaise volonté. Ce sont là de ces douces conversations de psychiatres, bonhommes, qui n'ont l'air de rien, mais laissent sur le cœur comme la trace d'une petite langue noire. La petite langue noire anodine d'une salamandre empoisonnée. Et il n'en faut pas plus à de certaines heures pour amener un génie à se suicider. Il arrive des jours où le cœur sent si terriblement l'impasse qu'il en prend comme un coup de bambou sur la tête. Cette idée qu'il ne pourra plus passer. Car c'est pourtant bien après une conversation avec le docteur Gachet que Van Gogh, comme si de rien n'était, est entré dans sa chambre et s'est suicidé. J'ai passé 9 ans moi-même dans un asile d'aliénés et je n'ai jamais eu l'obsession du suicide. Mais je sais que chaque conversation avec un psychiatre, le matin, à l'heure de la visite, me donnait l'envie de me pendre, sentant que je ne pourrais pas l'égorger. Et Théo était peut-être matériellement très bon pour son frère, hein, mais cela n'empêche qu'il le croyait délirant, illuminé, halluciné, et s'évertuait, au lieu de le suivre dans son délire, de le calmer. Qu'il soit mort après de regrets, qu'importe. Ce à quoi Van Gogh tenait le plus au monde était son idée de peintre. Sa terrible idée fanatique, apocalyptique d'illuminer. Que le monde devait se ranger sous le commandement de sa matrice à lui. Reprendre son rythme compressé, antipsychique, d'occultes fêtes en place publique et devant tout le monde, être remis dans la surchauffe du creuset. Mais cela veut dire que l'apocalypse, une apocalypse consommée, couve à cette heure dans l'étoile du vieux Van Gogh martyrisé. Et que la terre a besoin de lui pour ruer de la tête et des pieds. Nul n'a jamais écrit, peint, sculpté, modelé, inventé, que pour en fait sortir de l'enfer. Et j'aime mieux, pour sortir de l'enfer, les natures de ce convulsionnaire tranquille, que les grouillantes compositions de Jérôme Bosch ou de Bruegel le Vieux, qui ne sont en face de lui que des artistes. Là où Van Gogh n'est qu'un pauvre ignare, appliqué à ne pas se tromper.
Mais comment faire comprendre à un savant qu'il y a quelque chose d'infiniment déréglé dans le calcul différentiel, la théorie des quanta, ou les obscènes et si niaisement liturgiques ordalies de la précession des équinoxes? De par cet édredon rose crevette que Van Gogh fait si doucement mousser à une place élue de son lit. De par la petite insurrection véronaise, azur, piquée de cette barque où une blanchisseuse d'Auvers-sur-Oise se relève de travailler. De par ce soleil fissé derrière l'angle gris du clocher du village en pointe là-bas au fond, devant cette masse énorme de terre qui au premier plan de la musique cherche la vague où se congeler. Oh, Qu'est-ce que dessiner? Comment y arrive-t-on? C'est l'action de se frayer un passage à travers un mur de fer invisible qui semble se trouver entre ce que l'on sent et ce que l'on peut. Comment doit-on traverser ce mur? Car il ne sert à rien d'y frapper fort. On doit miner ce mur et le traverser à la lime, lentement et avec patience, à mon sens. Peut-être verras-tu ce croquis du jardin d'Aubigny. Avant-plan d'herbes vertes et roses. À gauche, un buisson vert et lilas et une souche de plantes à feuillage blanchâtre. Au milieu, un parterre de roses. À droite, une clé, un mur et, au-dessus du mur, un noisetier à feuillage violet. Un banc et 3 chaises, une figure noire à chapeau jaune et, sur l'avant-plan,
un chat noir, ciel, vert pâle. Qu'il semble facile d'écrire ainsi. Eh bien, essayez donc, et dites-moi, si n'étant pas l'auteur d'une toile de Van Gogh, vous pourriez la décrire aussi simplement, sèchement, objectivement, durablement, valablement, opaquement, massivement, authentiquement et miraculeusement que dans cette petite lettre de lui. Car le clou séparatif critère n'est pas une question d'ampleur ou de crampe, mais de simple force personnelle du point. Je ne décrirai donc pas un tableau de Van Gogh après Van Gogh, mais je dirais que Van Gogh est peintre parce qu'il a recollecté la nature, qu'il l'a comme retranspiré et fait suer, qu'il a fait gicler en faisceaux sur ses toiles, en gerbe comme monumental de couleurs, le séculaire concassement d'éléments, l'épouvantable pression élémentaire d'apostrophes, de stries, de virgules, de barres, dont on ne peut plus croire après lui que les aspects naturels ne soient faits. Et de combien de coudoiements réprimés, de heurts oculaires pris sur le vif, de ciment pris dans le motif, les courants lumineux des forces qui travaillent la réalité ont-ils eu à renverser le barrage avant d'être enfin refoulés et comme hissés sur la toile et acceptés? Il n'y a pas de fantôme dans les tableaux de Van Gogh. Pas de vision. Pas d'hallucination. C'est de la vérité torride d'un soleil de 2 heures de l'après-midi. Un lent cauchemar génésique, petit à petit élucidé, sans cauchemar et sans effet. Mais la souffrance du prénatal y est. C'est le luisant mouillé d'un herbage, de la tige d'un plant de blé qui est là, prête à être extradée, et dont la nature un jour rendra compte. Comme la société rendra compte de sa mort prématurée. Un plant de blé sous le vent incliné, avec au-dessus les ailes d'un seul oiseau en virgule posée. Non mais quel est le peintre qui ne serait pas strictement peintre, qui aurait pu avoir comme Van Gogh l'audace de s'attaquer à un sujet d'une aussi désarmante simplicité? C'est de la nature nue et pure, vue telle qu'elle se révèle quand on sait l'approcher d'assez près. Et je ne connais pas de peinture apocalyptique, hiéroglyphique, fantomatique ou pathétique qui me donne à moi cette sensation d'occulte étranglé, de cadavre d'un hermétisme inutile, tête ouverte, et qui rendrait sur le billot son secret. Je ne pense pas, se disant, au père tranquille, ou à cette funambulesque allée d'automne, où passe en dernier un vieil homme courbé, avec un parapluie à sa manche accroché, comme le crochet d'un chiffonnier. Je repense à ces corbeaux, aux ailes d'un noir de truffe lustré. Je repense à son champ de blé, tête d'épi sur tête d'épi, et tout est dit. Avec devant quelques petites têtes de coquelicots doucement semées, âcrement et nerveusement appliquées là, et clairsemées sciemment et rageusement ponctuées et
c'est offrir de ces dénudations épidermiques qui parlent sous le col d'une chemise déboutonnée. Et l'on ne sait pourquoi le regard incline à gauche plutôt qu'à droite, vers le monticule de chair frisée, mais c'est ainsi, et c'est un fait. Mais c'est ainsi, et cela est fait. Occulte aussi sa chambre à coucher, si adorablement paysanne, et semée comme d'une odeur à confirmer qu'on voit frémir dans le paysage, au loin, derrière la fenêtre qui les cacherait. Paysanne aussi, la couleur du vieil édredon de son lit, d'un rouge de moule, d'oursin, de crevettes, de rouget du midi, d'un rouge de piment roussi. Et ce fut sûrement de la faute de Van Gogh, si la couleur de l'édredon de son lit fut dans le réel si réussi. Et je ne vois pas quel est le tisseur qui aurait pu en transplanter l'inénarrable trempe, comme Van Gogh sut transborder du fond de son cerveau sur sa toile le rouge de cet inénarrable enduit. Non, non, je ne sais pas combien de prêtres Cette chambre faisait penser au grand œuvre, avec son mur bleu de perles claires, sur lequel une serviette de toilette rugueuse pend comme un vieux gris-gris paysan, inapprochable et réconfortant. Il y a de ces blancs de craie légers qui sont pires que d'anciens supplices. Car Van Gogh a bien été le plus vraiment peintre des
de tous les peintres, le seul qui n'ait jamais dépassé la peinture comme moyen strict de son œuvre et cadre strict de ses moyens, et le seul qui, d'autre part, absolument le seul, est absolument dépassé la peinture, l'acte inerte de représenter la nature pour, dans cette représentation exclusive de la nature, faire jaillir une force tournante, un élément arraché en plein cœur. Il a fait, sous la représentation, sourdre un air, et en elle, enfermer un air, qui ne sont pas dans la nature, qui sont d'une nature et d'un air plus vrai que l'air et le nerf de la nature vraie.
J'avais ainsi l'impression d'être vu comme de l'autre côté de la tombe d'un monde où ces soleils, en fin de compte, auront été tout ce qui tourna et éclaira joyeusement. Car, n'est-ce pas l'histoire entière de ce qu'on appela un jour l'âme qui vit et meurt dans ces paysages convulsionnaires et dans ces fleurs? L'âme qui donna son oreille au corps. Et Van Gogh l'a rendu à l'âme de son âme. Une femme, afin de corser la sinistre illusion. Un jour, l'âme n'existait pas. L'esprit non plus. Quant à la conscience, nul n'y avait jamais pensé. Mais où était d'ailleurs la pensée dans un monde uniquement fait d'éléments en pleine guerre, sitôt détruits que recomposés? Car la pensée est un luxe de paix. Et quel est, mieux que l'invraisemblable Van Gogh, le peintre qui a compris le phénoménal du problème? Lui chez qui tout vrai paysage est comme une puissance dans le creuset où il va se recommencer. Alors, le vieux Van Gogh était roi, contre qui, pendant qu'il dormait, fut inventé le curieux péché appelé de la culture turque. Exemple habitable, mobile, du péché de l'humanité, laquelle n'a jamais su faire autre chose que de manger au naturel de l'artiste pour farcir son honnêteté, en quoi elle n'a fait que consacrer rituellement sa lâcheté. Car l'humanité ne veut pas se donner la peine de vivre, d'entrer dans ce coudoiement naturel des forces qui composent la réalité, afin d'en tirer un corps qu'aucune tempête ne sera plus entamée. Elle a toujours mieux aimé se contenter tout simplement d'exister. Quant à la vie, c'est dans le génie de l'artiste qu'elle a l'habitude d'aller la chercher. Or, Van Gogh, qui s'est fait cuire une main, n'a jamais eu peur de la guerre pour vivre, c'est-à-dire pour enlever le fait de vivre à l'idée d'exister. Et tout peut bien sûr exister sans se donner la peine d'être. Et tout peut être sans se donner, comme Van Gogh le forcené, la peine de rayonner et de rutiler. C'est ce que la société lui a enlevé pour réaliser la culture turque. Celle de cette honnêteté de façade qui avait créé pour origine et pour été. Et c'est ainsi que Van Gogh est mort suicidé. Parce que c'est le concert de la conscience entière qui n'a plus pu le supporter. Car s'il n'y avait ni esprit, ni âme, ni conscience, ni pensée, Il y avait du fulminate, du volcan mûr, de la pierre de transe, de la patience, du bubon, de la tumeur cuite et de l'écharpe décorchée. Et le roi Van Gogh sommeillait, incubant la prochaine alerte de l'insurrection de sa santé. Comment? Mais par le fait que la bonne santé, c'est pléthore de mots rodés, de formidables ardeurs de vivre, par son blessure coronée, et qu'il faut quand même faire vivre, qu'il faut ramener à se perpétuer. Qui ne sent pas la bombe cuite et le vertige comprimé
n'est pas digne d'être vivant. C'est le dictum que le pauvre Van Gogh, en coup de flamme, se fit un devoir de manifester. Mais le mal qui régnait lui fit mal. Le Turc, sous sa figure honnête, s'approcha délicatement de Van Gogh pour cueillir en lui la praline, afin de détacher la praline naturelle qui se formait. Et Van Gogh y perdit 1000 étés, de quoi il est mort à 37 ans, avant vivre. Car tout singe avait eu avant lui des forces qu'il avait rassemblées. Et c'est maintenant ce qu'il va falloir rendre pour permettre à Van Gogh de ressusciter. En face d'une humanité de singes lâches et de chiens mouillés, la peinture de Van Gogh aura été celle d'un temps où il n'y eut pas d'âme, pas d'esprit, pas de conscience, pas de pensée, rien que des éléments premiers, tour à tour enchaînés et déchaînés. Paysage de convulsions fortes, de traumatismes forcenés, comme d'un corps que la fièvre travaille pour l'amener à l'exacte santé. Le corps, sous la peau, est une usine surchauffée. Et dehors, les malades brillent. Il luit de tous ses pores éclatés. Ainsi, un paysage de Van Gogh à midi. Seule la guerre à perpétuité explique une paix qui n'est qu'un passage. Ainsi qu'un lait prêt à verser explique la casserole où il bouillait. Méfiez-vous des beaux paysages de Van Gogh, tourbillonnants et pacifiques, convulsés et pacifiés. C'est la santé entre deux reprises de la fièvre chaude qui va passer. C'est la fièvre entre deux reprises d'une insurrection de bonne santé. Un jour, la peinture de Van Gogh, armée de fièvre et de bonne santé, reviendra pour jeter en l'air la poussière d'un monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter. Post-scriptum. Je reviens au tableau des corbeaux. Qui a déjà vu, comme dans cette toile, la terre équivaloir la mer? Van Gogh est de tous les peintres celui qui nous dépouille le plus profondément, et jusqu'à la trame. Mais comme on s'épouillerait d'une obsession. Celle de faire que les objets soient autres. Celle d'oser risquer enfin le péché de l'autre. Et la terre
ne peut pas avoir la couleur d'une mer liquide. Et c'est pourtant bien comme une mer liquide que Van Gogh jette sa terre, comme une série de coups de sarcloir. Et la couleur de la lie de vin, il en a infusé sa toile. Et c'est la terre qui sent le vin, qui clapote encore au milieu des vagues de blé, qui dresse une crête de coque sombre contre les nuages bas qui s'amassent dans le ciel de tous les côtés. Mais je l'ai déjà dit, le funèbre de l'histoire et le luxe avec lequel les corbeaux sont traités, cette couleur de musc, de nard riche, de truffes sorties comme d'un grand souper, dans les vagues violacées du ciel, 2 ou 3 têtes de vieillards de fumée risquent une grimace d'apocalypse. Mais les corbeaux de Van Gogh sont là, qui les incitent à plus de décence. Je veux dire, à moins de spiritualité. Et qu'a voulu dire Van Gogh lui-même, avec cette toile au ciel surbaissé, peinte comme un instant précis où il se délivrait de l'existence. Car cette toile a une étrange couleur, d'autre part, presque pompeuse, de naissance, de noces, de départ. J'entends les ailes des corbeaux frapper des coups de cymbales fortes au-dessus d'une terre dont il semble que Van Gogh ne pourra plus contenir le flot. Puis la mort. Les oliviers de Saint-Rémy, le cyprès solaire, la chambre à coucher, les aliscamps, le café d'Arles, le pont. Où on a envie de plonger le doigt dans l'eau, dans un mouvement de régression violente, à un état d'enfance auquel vous contraint la poigne faramineuse de Van Gogh. L'eau est bleue, pas d'un bleu d'eau, d'un bleu de peinture liquide. Le fou suicidé est passé par là. Et il a rendu l'eau de la peinture à la nature. Mais à lui, qui la lui rendra ? Un fou, Van Gogh! Que celui qui a su un jour regarder une face humaine regarde le portrait de Van Gogh par lui-même. Je pense à celui avec un chapeau mou, peinte par Van Gogh extra-lucide, cette figure de boucher roux qui nous inspecte et nous épie, qui nous scrute d'un œil torve aussi. Je ne connais pas un seul psychiatre
qui saurait scruter un visage d'homme avec une force aussi écrasante et en disséquer comme au tranchoir l'irréfragable psychologie. L'œil de Van Gogh est d'un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi, ce n'est plus le génie d'un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe par moi jamais rencontré dans la vie. Non, Socrate n'avait pas cet œil. Seul avant lui peut-être le malheureux Nietzsche eut ce regard à déshabiller l'âme, à délivrer le corps de l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme, hors des subterfuges de l'esprit. Le regard de Van Gogh est pendu, vissé, il est vitré derrière ses paupières rares, ses sourcils maigres et sans un pli. C'est un regard qui enfonce droit. Il transperce dans cette figure taillée à la serpe comme un arbre bien équarri. Mais Van Gogh a saisi le moment où la prunelle va verser dans le vide, où ce regard, parti contre nous comme la bombe d'un météore, prend la couleur atone du vide et de l'inerte qui le remplit. Mieux qu'aucun psychiatre au monde, c'est ainsi que le grand Van Gogh a situé sa maladie. Je perce, je reprends, j'accroche, je décèle. Ma vie morte ne recèle rien. Et le néant au surplus n'a jamais fait de mal à personne. Ce qui me force à revenir au-dedans, c'est cette absence désolante qui passe et me submerge par moments. Mais j'y vois clair, très clair. Même le néant, je sais ce que c'est. Et je pourrais dire ce qu'il y a dedans. Et il avait raison, Van Gogh. On peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 1000 grands génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui a interdit, carrément et consciemment interdit. Il y a eu un jour les exécuteurs de Van Gogh, comme il y a eu ceux de Baudelaire, d'Edgar Poe, de Gérard de Nerval, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Lautréamont. Ceux qui un jour lui ont dit « Et maintenant, assez Van Gogh! Nous en avons assez de ton génie! Quant à l'infini, c'est pour nous, l'infini. » Car ce n'est pas à force de chercher l'infini que Van Gogh est mort, qu'il s'est vu contraint d'étouffer de misère et d'asphyxie. C'est à force de se le voir refusé par la tourbe de tous ceux qui, de son vivant même, croyaient détenir l'infini contre lui. Et Van Gogh aurait pu trouver assez d'infini pour vivre pendant toute sa vie, si la conscience bestiale de la masse n'avait voulu se l'approprier pour nourrir ses partous à elle, qui n'ont jamais rien eu à voir avec la peinture ou avec la poésie. De plus, on ne se suicide pas tout seul. Nul jamais n'a été seul pour naître, nul non plus n'est seul pour mourir. Mais dans le cas de suicide, il faut une armée de mauvais êtres pour décider
se priver de sa propre vie. Ainsi donc, Van Gogh s'est condamné parce qu'il avait fini de vivre. Et, comme le laissent entrevoir les lettres à son frère, parce que, devant la naissance d'un fils de son frère, il se sentait une bouche de trop à nourrir. Mais, surtout, Van Gogh voulait enfin rejoindre cet infini pour lequel, dit-il, on s'embarque comme dans un train pour une étoile. Et on s'embarque le jour où on a bien décidé d'en finir avec la vie. Or, dans la mort de Van Gogh telle qu'elle s'est produite, je ne crois pas que ce soit ce qui s'est produit. Van Gogh a été expédié du monde par son frère d'abord, en lui annonçant la naissance de son neveu. Il a ensuite été expédié par le docteur Gachet, qui, au lieu de lui recommander le repos et la solitude, l'envoyait peindre sur le motif un paysage un jour où il sentait bien que Van Gogh aurait mieux fait d'aller se coucher. Car on ne contrecarre pas aussi directement une sensibilité et une lucidité de la trempe de celle de Van Gogh, le martyrisé. Il y a des consciences qui, à de certains jours, se tueraient pour une simple contradiction. Et il n'est pas besoin pour cela d'être fou. Fou, repéré et catalogué. Il suffit au contraire d'être en bonne santé et d'avoir la raison de son côté. Moi, dans un cas pareil, je ne supporterai plus, sans commettre un crime, de m'entendre dire « Vous délirez, monsieur Artaud », comme cela m'est si souvent arrivé. Et Van Gogh se l'est entendu dire. Et c'est de quoi s'est tordu à sa gorge ce nœud de sang qui l'a tué. In this room
Post-scriptum. Tous les gens qui sont allés depuis 2 mois défiler devant l'exposition de ces œuvres au Palais de l'Orangerie, sont-ils bien sûrs de tout ce qu'ils ont fait? Et de tout ce qui leur est arrivé tous les mois de février, mars, avril et mai 1947? Et n'y eut-il pas un certain soir où l'atmosphère de la ville et des rues devint comme liquide, gélatineuse, instable, et où la lumière des étoiles et de la voûte céleste disparut. Et Van Gogh n'était pas là, qui a peint le café d'Arles. Mais j'étais à Rodez, c'est-à-dire encore sur la terre, lorsque tous les habitants de Paris durent pendant une nuit se sentir bien près de la quitter. Et n'est-ce pas qu'ils avaient tous participé de concert à certaines saloperies généralisées, où la conscience des Parisiens quitta pour 1 heure ou 2 le plan normal et passa sur l'autre, à l'un de ces déferlements massifs de haine, dont j'ai été bien des fois un peu plus que le témoin durant mes 9 ans d'internement. À présent, la haine a été oubliée, comme les expurgations nocturnes qui s'en suivirent. Et les mêmes qui, à tant de reprises, montrèrent à nu et à la face de tous leur âme de bas pourceau, défilent maintenant devant Van Gogh, à qui de son vivant, eux ou leur père et mère, ont si bien tordu le cou. Mais n'est-il pas, l'un des soirs dont je parle, tombé boulevard de la Madeleine, à l'angle de la rue des Mathurins, une énorme pierre blanche, comme sortie d'une éruption volcanique récente du volcan Popocatépetl. Say